Chers parents, chers jeunes, chers adolescents, il se peut que vous vous trouvez, même sans le savoir, dans un processus qui est très houleux pour votre santé et surtout pour votre santé sexuelle. Aujourd'hui, nous voulons aborder de cette thématique qui est dramatique mais qui souvent passe sous silence. Il s'agit du fait que des personnes mal intentionnées n'hésitent pas à utiliser leurs sœurs, leurs cousines, leurs frères, parce que les hommes également sont concernés par cette problématique de trafic sexuel. De quoi s'agit-il en réalité? Comment je peux savoir que je suis victime? Et comment, si je suis victime, comment je pourrais réagir? Quelles sont les structures ou les mécanismes qui sont là pour m'écouter, pour me supporter et pour m'aider à surmonter cette épreuve? C'est de tout ça là que nous allons dépaporiser dans cette émission dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. On se retrouve tout à l'heure, juste après cette capsule vidéo. Tu divises juste la distance par le temps et... Kevin, c'est toi? Je suis trop dégoûté pour aller à la séance d'aujourd'hui, les gars. Continuez sans moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'ai couru vers la télé comme je le fais tous les mardis pour regarder Dragon Ball. Mais j'ai dû me tromper de chaîne parce qu'au lieu d'un mélange de science-fiction et de haute fantasy, c'est un documentaire sur le trafic sexuel. Je n'ai pu regarder que 5 minutes avant de finir comme ça. En fait, on vient juste d'apprendre ce qu'est le trafic au cours de santé. Kevin, et je pense que si tu regardais le documentaire en entier, tu te sentirais moins perturbé et plus fort. Apprendre les faits m'a beaucoup aidé et je pense que cela t'aidera aussi. De plus, même si ces informations peuvent être difficiles à traiter, il est important de se rappeler que cela pourrait arriver à quelqu'un que vous connaissez. Nous devons nous concentrer sur le soutien des survivants. Pour être honnête, je ne comprends même pas vraiment ce qu'est le trafic. En gros, le trafic sexuel se produit lorsqu'une personne en amène une autre à prendre part à des comportements sexuels afin d'obtenir quelque chose de valeur, qu'il s'agisse d'argent, de nourriture, d'un lieu d'hébergement, de vêtements, de drogue, d'un emploi ou même d'un transport vers l'école. N'importe qui peut être trafiquant, même quelqu'un que la victime connaît ou en qui elle a confiance, comme un membre de la famille ou quelqu'un qui se montre amical ou romantique. Parfois, la victime peut ne pas avoir l'impression d'être forcée ou manipulée ou même ne pas se rendre compte qu'elle est victime de trafic. Ce processus est connu sous le nom de grooming. Le trafiquant peut promettre l'amour, une relation romantique ou la sécurité pour tenter de gagner la confiance de la victime. Le trafiquant peut mentir à la victime, la manipuler ou la menacer. Les exemples de mensonges comprennent le fait de dire à la victime qu'elle aura des problèmes si elle ne prend pas part à des comportements sexuels. La manipulation peut consister à offrir des cadeaux ou à fournir une protection. Des menaces de préjudice peuvent être proférées à l'encontre de la victime ou de sa famille. Quelle que soit la situation, les choses les plus importantes à retenir sont que le trafic sexuel est toujours illégal et surtout que ce n'est jamais la faute de la victime. Mais une telle chose ne pourrait jamais arriver ici, n'est-ce pas? En fait, c'est plus courant que vous ne le pensez et tout le monde peut être victime de trafic. Cela arrive à des personnes de tous les sexes, races, ethnies, orientations sexuelles et groupes d'âge, des grandes villes aux banlieues et dans le monde entier. Elle cause beaucoup de dommages à ceux qui en sont victimes, même après l'arrêt de la traite. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? La première chose à faire est de savoir à quelle personne de confiance parler si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez pourrait vous mettre, vous ou d'autres personnes, dans une situation dangereuse. Et pour aider les autres, tu peux être attentif aux signes qui indiquent que quelque chose ne va pas, comme des blessures qui n'ont pas de sens, le fait de s'absenter souvent de l'école, de rester seul ou de sembler plus fatigué que d'habitude. Bien sûr, les hommes peuvent montrer ces signes pour plusieurs raisons autres que le trafic sexuel et les réactions individuelles au trafic peuvent être très différentes. Mais si quelque chose vous semble anormal ou si vous êtes inquiet, il n'y a pas de mal à vérifier auprès d'eux ou d'une personne de confiance, juste au cas où quelque chose ne va pas, quelle que soit la raison. Merci les gars, je me sens beaucoup mieux maintenant et plus prêt à aider d'autres personnes, tout comme Sangoku. Pour en savoir plus sur le trafic sexuel ou pour obtenir de l'aide, parlez-en à une personne de confiance. Vous pouvez également contacter la ligne verte de l'ATBF ou Allo 1011. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store. L'ATBEF pour une vie meilleure.
au plaisir de savoir que cette vidéo a été très instructive chez vous à la maison et de partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs. Bonjour et soyez encore une fois les bienvenus sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV. Et lorsque nous parlons de santé, et c'est donc de la santé dans toute sa globalité, cela évoque également les impacts, que ce soit psychologique, que ce soit physique et toute autre chose que le trafic sexuel peut avoir sur votre santé si vous êtes victime ou sur peut-être celui de vos enfants, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils subissent lorsqu'ils sortent du cocon familial. Et aujourd'hui, on va en parler pour mieux vous aider. Et pour cela, nous sommes avec Madame Cécilia Agbo, Malangui Weya. Malangui Yewa. Ah, c'est trop. Moi, j'ai essayé quand même. Ouais, Malangui Yewa. Malangui Yewa. Ah, c'est quoi tout ça là? Ça veut dire quoi? Dinyefa. Et Dinyefa. Ah, c'est pas mieux que Malangui Yewa. Et voilà, Ah. bien prononcé. Merci beaucoup Cécilia d'être avec nous sur le plateau. Cécilia, Merci. elle est donc jeune volontaire au niveau du mouvement d'action des jeunes de l'ATBF. Et nous sommes également avec Madame Keto Messon Raissa, qui est chargée de projet au niveau de l'ATBF également. Merci. Bonjour Raissa et merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour mademoiselle Dorcas, c'est ça? Yeah. Tout le plaisir pour moi. Je Justement. suis vraiment honorée d'être parmi vous ce matin. Et surtout, c'est toujours c'est un plaisir hein, parce que c'est la première fois de vous recevoir sur le plateau des jeunes. On parle et tous les jeunes en parlent, me disent de vous transmettre leur gratitude. Et on va donc commencer avec vous avec la première question. Aujourd'hui, on parle du trafic sexuel. Est-ce que selon vous, vous pensez que c'est un phénomène qui existe ou c'est un phénomène qui est fréquent? Bon. Le trafic sexuel, à mon avis, c'est un phénomène qui existe et en même temps, je dirais que c'est fréquent, mais c'est parce que la plupart des gens l'ignorent. Comme nous l'ignorons, on n'a pas les informations nécessaires pour savoir que telle personne est victime de trafic sexuel, donc on pense que ça n'existe pas. Sinon, je dirais que ça existe. D'accord. Et Cécile, est-ce que peut-être au cours de vos activités en tant que jeune mage ou en discutant avec les amis, vous avez eu écho de ce phénomène-là? Pas seulement vous en tant que victime, mais peut-être d'autres victimes qui ont eu le courage de vous en parler? Oui. On a eu de ces cas-là lors de nos sensibilisations. Mais ces genres de personnes ont la peine de venir vous en parler parce que déjà, ils ont peur et puis ils sont aussi gênés du fait de ce que vous allez penser quand ils vont vous le dire. Je me souviens bien, on était à une sensibilisation dans une école au niveau de Davier. Quand on était en train de faire la sensibilisation, on donnait des conseils sur la contraception, comment s'y prendre. Et il y a des parents qui obligent leurs enfants à coucher avec des hommes riches pour avoir de l'argent. Il y a eu une fille qui a eu une réaction. Elle était en train de pleurer. Ça signifie qu'elle a déjà vécu ça en fait. C'est quelque chose qui fait partie de son quotidien. Donc après, moi je me suis approchée de la personne et puis je lui ai posé la question à savoir pourquoi elle pleurait. Elle n'a pas vraiment voulu me le dire à première vue. Elle disait que non, il n'y avait rien, mais au fur et à mesure que je l'ai amenée à parler, elle m'a dit que oui, que ce sont les situations dans lesquelles elles font face. Et on leur a donné le numéro en cas de besoin de nous contacter. Donc ça existe. Ça fait partie de nos quotidiens, mais seulement qu'on ne le sait pas encore. On ne le sait pas, qu'on l'ignore, comme l'a dit Mme Raissa. Oui. Et de quoi il s'agit en réalité lorsqu'on parle du trafic sexuel? Lorsqu'on parle de trafic sexuel, je vais aller simplement. C'est quand tu vois qu'il y a une personne derrière et qui force une autre personne à assouvir les désirs sexuels d'un autre ou bien d'une autre personne également. C'est-à-dire une personne qui amène une autre personne par la force, la contrainte, les menaces, les cadeaux, tout, à se donner à l'acte sexuel avec ce dernier-là. Donc, c'est ça, en résumé, ce que je peux dire par le trafic sexuel. D'accord. Et quelle est la différence entre cela et la prostitution? Oui, je viens de le dire, c'est subtil. Oui. Quand on parle de prostitution, souvent on dit professionnel de sexe. Bon, les professionnels sont Donc, la personne, elle entretient une relation sexuelle avec sa partenaire ou bien son partenaire.
et en retour, elle gagne quelque chose. C'est vrai que dans le trafic sexuel aussi, il y a cet aspect de je te donne quelque chose, je te protège, mais la contrainte qui se fait voir dans le trafic sexuel n'existe plus chez les travailleurs ou bien les travailleuses de sexe. Et puis, dans le trafic sexuel, il y a toujours quelqu'un derrière. Vous voyez le circuit, quelqu'un qui prend une personne et qui la met dans une condition d'exploitation sexuelle. Mais la prostitution, je me lève moi-même et je vais échanger un acte sexuel contre quelque chose. Ça peut être de l'argent, la nourriture, un toit. Même les gens vont jusqu'à dire que quand tu es à moi comme ça, si j'ai un petit copain, je le rends visite, on finit tout et il me donne l'argent même du déplacement, ça veut dire que je suis prostituée. Les gens vont dire ça, que ça veut dire que je suis prostituée déjà. Là, on ne m'oblige pas à le faire, mais le fait que je prends quelque chose en retour déjà, je suis une prostituée. Mais le trafic, il y a un circuit qui se crée. Il y a quelqu'un derrière, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui force, quelqu'un qui menace et qui prend quelqu'un qui la met dans une condition où elle subit une force donnée ou bien elle subit cette exploitation sexuelle-là. D'accord, je vois. Donc c'est parce que, quelque part, lorsqu'on peut prendre la prostitution, on peut dire que peut-être c'est un choix de la personne. Oui. Il a décidé de le pratiquer comme profession. Voilà. Alors que lorsqu'on parle de trafic sexuel, la personne ne décide pas, mais c'est une personne qui influence et qui la pousse à le faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que souvent les victimes sont conscientes que c'est comme ça, ils sont victimes, si on peut le dire ainsi, dans le trafic sexuel? Cécilia. Donc, disons qu'il y en a certaines, ils sont conscients, mais il y en a certaines non. Il y a certaines, ils sont conscients que, bon, ils sont victimes, mais ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent rien faire, parce que déjà, avec les menaces et tout, peut-être on te dit, si tu fais ci, je vais te faire ça. Ça fait qu'ils ont peur même d'en parler à quelqu'un. Mais il y a certaines, ils le font sans le savoir, parce que, bon, ils sont là, on t'envoie, par exemple, une maman qui prend de l'argent chez un homme, peut-être qui est riche. Il envoie sa fille, va lui puiser l'eau, va le faire ci, va le faire ci. Peut-être elle serait là, en train de penser que c'est pour aider le monsieur. Elle est là pour aider le monsieur, mais au fond, à la base, ce n'est pas ce qu'il faut en fait. C'est qu'on l'a juste poussé à aller faire ci, mais il y a quelque chose caché derrière. Donc il y en a certains qui le savent, mais il y a certaines, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. D'accord, je vois. Et lorsqu'on parle de trafic sexuel, comment cela se manifeste en réalité? C'est-à-dire, il n'y a pas des exemples concrets. Quelles sont peut-être les différentes formes, les différents types de trafic sexuel qui existent? Il y a ma soeur Cécilia qui vient de toucher un point. Elle dit il y a peut-être une personne âgée, une tante, une maman qui va mettre sa fille ou bien une personne sur laquelle elle a une autorité dans une situation d'exploitation. Donc, les formes là, on peut parler du proxénétisme parce qu'il y a quelqu'un qui pousse l'enfant à aller faire l'acte sexuel et de lui ramener quelque chose. Ça devient de l'exploitation sexuelle, ça devient le trafic sexuel. Donc, vous allez voir, il y a des cas où il y a la fille qui est là, puis on la place chez une tante, et la tante, elle prend l'argent chez les hommes, et le soir, elle voit seulement que les gens viennent coucher avec elle, coucher avec elle. Ça aussi, c'est une forme de trafic sexuel. Il y a les gens qui mettent les enfants, que les touristes viennent et ils disent que ici, on te place telle fille, on te place tel garçon. Ça aussi, ce sont des formes de trafic sexuel que les gens n'arrivent pas à déceler rapidement. D'accord, je vois. Et il y a aussi le fait que tu es là et une personne te dit couche avec ci, couche avec ci, couche avec ci. C'est comment ils réagissent souvent les victimes? Bon, souvent les victimes sont dans une situation de peur. Par exemple, je n'ai nulle part où aller, on me place chez une telle personne et voilà la personne qui me met dans cette condition-là. D'abord, il y a la honte. Parce que la personne pense que si elle en parle, on va dire que oui, c'est toi-même. Ou bien
cette peur-là de dévoiler ça, c'est comme un tabou autour. Donc la personne subit sans rien dire. Parce qu'il y a la menace, il y a la manipulation. Il y en a même qu'on ne menace pas, mais il y a la personne qui te voit, il voit la jeune fille, dit, ah, celle-là, elle est jolie, hein? Il lui promet si elle était, mais il sait pertinemment qu'il est en train de manipuler la jeune pour des fins sexuelles. Mais ça arrive aux jeunes garçons aussi. On entend souvent, on parle qu'il y a une dame, une directrice, une dame bien placée qui utilise peut-être son chauffeur ou bien son domestique ou bien son cuisinier à des fins sexuelles, qui lui donne de l'argent. Donc, c'est des deux côtés. Des deux côtés. Ça arrive les hommes aussi sont aux hommes, aux jeunes garçons aussi. Ça arrive aux jeunes filles aussi. Voilà. Et pourquoi, moi, je me pose la question, pourquoi il y a cette peur-là qui reste souvent sur les victimes? Est-ce que c'est un complexe d'infériorité ou l'exertion de... Ou peut-être c'est parce que la personne arrête d'exercer un pouvoir sur ces derniers. Pourquoi ils ont peur au fait de dire que tu me fais mal? Même des fois, on le fait avec nos parents. Lorsque ta mère te frappe, tu peux dire à ta mère que bah, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Pourquoi ils ne réagissent pas souvent? Pourquoi ils sont réduits au silence? Bon, la plupart du temps, ils sont réduits au silence parce que vous êtes sans savoir que les menaces, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur, mais parfois aussi, ils se posent la question. Si c'est que je dévoile. Parce que la personne, en te faisant ça, sait déjà qu'il te fait mal en fait. Maintenant, à quoi bon de lui dire que ça te fait mal? C'est la même chose. Mais ici, ils ont peur de le dévoiler parce que ça aussi, ça affecte leur vie, leur mental, leur physique. Ça les affecte. Et déjà, tu vas voir que ces genres de personnes, les victimes de ce genre de situation, tu vas les voir, ils sont calmes, ils ne parlent pas beaucoup. Et puis tu vas le voir toujours avec la mine serrée. Difficilement la personne même s'exprime. Peut-être même que c'est quelqu'un qui parlait bien, qui s'exprimait, mais arrivé à un temps donné, tu le vois toujours dans son coin. Même t'approcher de lui parler, c'est difficile, quoi. Donc c'est ça, ça les affecte, c'est ça qui fait qu'ils ont peur et puis ils n'ont pas vraiment envie d'en parler. Parce que c'est une traite, c'est comme l'esclavage en quelque sorte. Mais bon, c'est ça. Ils ont tellement peur et ça les stresse aussi. D'accord. Moi, je pense qu'ils ont peur aussi parce qu'ils ne savent plus faire confiance. Ils ne savent plus vers qui aller pour dire tout ce qui leur arrive. Ça aussi, ça fait qu'ils ont peur d'en parler. Parce que si tu ne sais pas à qui en parler, tu ne pourras pas. Et si tu n'as pas aussi l'information que ça là, on est en train de piétiner tes droits. Il faut que tu dénonces aussi. Ils resteront dans leur coin et ils ne vont pas oser en parler. D'accord, ça c'est parce que c'est aussi la notion de communication. Est-ce qu'ils sont informés sur ça? Et même, c'est là même, je reviens sur la question. Lorsque vous discutez avec les jeunes, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils reçoivent assez d'informations pour savoir que c'est un phénomène qui est fréquent, qui existe dans leur communauté? Et surtout, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation, ils peuvent en parler? Non, non. La plupart du temps, quand nous faisons les sensibilisations, on voit que les jeunes n'ont pas l'information. Déjà même avec leurs parents à la maison, c'est difficile de communiquer. C'est difficile de communiquer. Et puis le cadre dans lequel ils sont aussi ne leur permettent pas aussi d'avoir les informations. Parce que déjà l'information, la base de l'information, c'est à la maison avec les parents, en te donnant des conseils et tout ça. Maintenant, si tu n'as pas ça là-bas, c'est vers qui tu vas te tourner avant d'avoir l'information qu'il faut. Maintenant, grâce aux sensibilisations, au moins, on est en train de diminuer l'effectif des gens qui n'ont pas l'information. Déjà, quand on arrive, on parle de tout, on donne nos numéros, on donne aussi le numéro vert. Ça aide aussi beaucoup de jeunes, surtout à venir nous poser des questions, à en savoir plus. Mais à la base, quand vous arrivez, vous parlez, vous savez que non, ils ne sont pas au courant. Je vais ajouter quelque chose. Les sensibilisations aident beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des choses qui se passent dans nos communautés, dans nos maisons, mais comme nous n'avons pas l'information, comme nos parents n'ont pas l'information, comme les jeunes n'ont pas l'information, ça se passe sous silence. Par exemple, j'étais dans un village à Tapamé, on faisait
des sensibilisations, comme vient de le dire, sur la prévention des violences faites aux femmes, aux jeunes filles, tout et tout. Et en même temps, on offrait les services de traitement des IST. Et quand les jeunes viennent, quand la population vient, on oblige les gens à écouter les messages de prévention sur les messages de droit, de tout, de comment prévenir les violences et tout. Et quand on a donné les messages, après on dit, parce qu'il y a le DP Action sociale qui est aussi à côté pour donner plus d'informations. Et on dit après que quand quelqu'un se retrouve dans un cas, on peut le recevoir à huis clos. C'est en ce moment qu'il y a une jeune fille qui s'est levée vers moi pour me dire qu'elle veut qu'on la reçoive à huis clos. Et je l'ai dirigée vers le DP Action sociale. Et elle a dit que oui, ce qu'on vient de dire là, elle se retrouve dedans parce qu'elle est en train de faire son apprentissage. Mais ses parents la réclament au village. Mais elle sait pertinemment que si elle met pied au village, on va la prendre pour donner à un homme. Parce qu'on a refusé même de lui envoyer de l'argent, on a refusé de lui payer les autres frais pour continuer son apprentissage et boucler tout. Elle n'a pas d'acte de naissance, elle veut faire les démarches, mais elle sait que si elle met pied, ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'on peut l'aider? C'est à ce moment qu'on l'a redirigée vers les services des actions sociales pour l'aider. Donc, ça se passe, mais l'information n'y est pas toujours. Donc, ce sont ces sensibilisations-là qui aident les jeunes à s'en sortir. D'accord. Ouais. Et surtout lorsqu'on parle du fait qu'on reste toujours dans le volet communication, est-ce que les parents arrivent à jouer vraiment ce rôle? C'est-à-dire, ils appellent leur enfant pour leur dire que voilà, lorsque tu sors dehors et que telle personne a telle influence sur toi, tu peux venir m'en parler, parce qu'il faut aussi le reconnaître que ce sont nos premiers protecteurs sur Terre. Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à créer ce climat de confiance pour permettre aux enfants, à leurs jeunes, que s'ils ont ces soucis-là à l'extérieur, à l'école, au boulot, de venir leur en parler à la maison? Bon, je dirais oui et je dirais non. Parce qu'entre-temps, c'était compliqué. Ce n'est pas tous les parents qui arrivent à établir cette communication-là entre leurs enfants et eux. Parce que quand on parle de sexe, c'est toujours tabou. Non, 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 non. Tu ne sauras rien, ta maman ne te dira rien, ton papa ne te dira rien. Ce que tu sauras, c'est entre les amis. Mais je pense que maintenant, ça arrive ça change un peu. Parce qu'il y a des formations qui se font. On forme les parents, on forme les enfants, on les invite eux-mêmes à essayer de communiquer aussi avec leurs parents. On invite aussi les parents à communiquer avec leurs enfants. Donc, il y a certains, je dis, dans certaines familles, il y a encore ce souci-là, mais je pense que ça commence par se modérer un peu. Voilà. Alors, Cécilia, est-ce que tu as déjà eu écho, peut-être en cellule familiale ou peut-être des amis qui vont peut-être attester ou infirmer le fait que des parents engagent cette discussion? Je suis d'accord que la sexualité, c'est tabou, mais là, on ne te demande pas de dire à ton enfant d'aller pratiquer des rapports sexuels. Mais ce qu'on te demande, c'est de lui faire savoir que dehors, il y a des bourreaux, dehors, tout le monde n'est pas gentil et que si on t'attaque, de venir dire. Est-ce qu'ils engagent de ces communications? Bon, je n'ai pas encore croisé quand même. Mais je pense que comme la dame l'a dit, il y en a aussi de ces familles qui en parlent. Il y a même certains parents, quand vous sortez, ils sont là, ils discutent avec leurs enfants, ils leur posent des questions dans l'amusement et puis ils s'expriment sur le sujet. Mais il y a certains parents et certains mamans et certains papas, quand tu parles même de ça, là, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre à la maison parce que le sexe, là, tu as appris ça où? Qui t'a dit? Et tout ça, ça fait aussi partie de la société parce que la société dans laquelle on est, on nous a habitués que le sexe, là, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les jeunes, c'est pour ceux qui sont mariés et tout ça. Donc, ce qui fait que quand toi, un jeune, tu parles de sexe, c'est comme si tu es gâté, tu es un enfant gâté en fait. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait que
c'est difficile de parler de ces choses-là avec certains parents. Mais je pense que maintenant, avec les sensibilisations et puis les formations, ça commence par diminuer le taux de ce truc-là. Mais dans les villages reculés, il y en a aussi de ces faits-là qui sont toujours là. Et je pense que, bon, avec les sensibilisations et les formations comme ça a commencé, ça va aller. Ça va aller justement. Alors, on reste donc avec toi. Qui en sont les bourreaux? Qui en sont les auteurs? Qui peut peut-être gérer un commerce de trafic sexuel, si on veut l'appeler comme ça? Toute personne, toute personne. À commencer par ceux qu'on fait plus confiance, ceux qui sont nos parents, nos amis. Comme j'avais donné l'exemple de la fille qui est venue nous dire que c'est comme ça, elle fait partie de la situation. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à le faire, mais il y a aussi des amis, des camarades, peut-être tu es avec lui et puis tu vois quelque chose chez lui, tu dis, oh, tel, comment tu as fait pour trouver ça? Il te dit, ah, tu veux avoir ça. Ça aussi, ça entraîne aussi les gens à faire ça. Et surtout sur les mineurs, parce qu'eux, ils sont un peu fragiles, ils sont naïfs. Déjà, l'enfant qui n'a pas de moyens et peut-être la famille n'est pas aisée, il voit quelque chose, difficilement il a la possibilité de l'avoir. Déjà, quand il voit ça chez son ami et puis son ami lui dit, bon, si tu veux, tu peux avoir ça. Hein. Ça va lui pousser à vraiment avoir ça. Il va chercher à voir bon, comment la personne a fait. Et ça là aussi, ça va l'entraîner aussi dans ce trafic-là. Parce que la personne va l'utiliser à ce qu'il est ça. Et quand lui va avoir ce que lui veut, l'autre aussi a aussi ce que lui veut à travers lui. Parce que déjà, en l'amenant là où il a trouvé ça, lui aussi, il gagne sa part dedans. Donc, je pense que c'est comme ça. Ça fait partie de ceux avec qui on est, ceux avec qui on se familiarise. Il y a aussi certaines, ils te font croire qu'ils sont tes amis, tu les fais confiance, ils te donnent tout ce dont tu as besoin et tout. Mais après tout, tu dois donner quelque chose en échange. Donc, c'est ça. Je vois. Donc, tout le monde peut être auteur. Ou tout le monde peut être auteur. D'accord. Tout le monde peut être auteur, tout le monde peut être victime. Voilà. Aussi, il y a aussi un phénomène qui se passe souvent, c'est quand nos jeunes sœurs vont à l'école. Elle n'a pas l'argent de déplacement. Et puis, il y a un jeune Z-man qui la voit souvent. Et il lui propose, oh, je t'amène, je te dépose. Chaque fois, il la dépose. Et le jour, il va demander quelque chose. Notre jeune sœur ne pourra pas dire non. Donc, toute personne peut être auteur de trafic sexuel. Voilà. D'ailleurs, même si c'est qu'elle dit non, déjà le Z-man va profiter, va dire, bon, je te rendais tel service, donc c'est le moment de me rendre service. Et là-bas, même si elle serait obligée d'accepter par contrainte, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle-même, elle est consciente qu'il a fait quelque chose pour elle, donc c'est comme ça. Je vois. Et aussi, la question qui me vient en tête est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui motive ces auteurs-là à commettre ces actes? Quelles sont les raisons, quels sont les facteurs qui peuvent les conduire? Dame Raissa. Bon, les facteurs, pour moi, on peut dire qu'il y a la démission des parents aussi qui joue. Hein. Quand il y a un parent qui n'assume pas ses responsabilités, il y a un pervers quelque part qui va en profiter pour abuser d'un enfant. Parce qu'il sait que l'enfant est dans tel besoin et lui propose et il sait qu'en retour, il viendra demander l'acte sexuel. Donc, la démission des parents, en quel sens? C'est-à-dire il ne subvient pas aux besoins de l'enfant. Voilà. Par exemple, tu sais que l'enfant va aller à l'école, elle va revenir, si c'est une fille, elle va revenir peut-être à 14h, 15h. Tu lui donnes peut-être une somme dérisoire, mais tu sais qu'elle a des besoins. Elle n'a pas son argent de poche pour faire ses besoins, pour s'acheter ce qu'il lui faut pour le mois. Et elle marche des kilomètres, elle voit un Z-man qui l'aide. C'est ça que je parle de démission. C'est vrai que les jeunes, on est censé faire des efforts, mais arrivé à un moment quand on ne sait pas faire avec nos enfants,
c'est ça, c'est dans ça elle va tomber. Voilà. Je vois. Alors, d'autres raisons aussi à ajouter. Qu'est-ce qui peut motiver aussi les auteurs à commettre ce forfait? Bon, comme Madame l'a dit, il y a les parents aussi qui doivent jouer un rôle. Mais moi aussi, je vais ajouter sur ce qu'elle a dit. Il y a aussi le matériel. Et puis, bon, c'est ça, le matériel, surtout l'argent, les voitures, les engins et tout ça. Il y a certaines personnes, c'est pas que, bon, il se dit que si je prends tel qui va y faire tel, moi je vais gagner tel. Donc déjà, c'est comme les mamans qui poussent leurs enfants à fréquenter les hommes riches au détriment de leur argent. Déjà, elle sait que si la fille va là-bas, et elle va gagner en retour. Déjà, on l'amène le ravitaillement à la maison, et son déplacement dans le mois, c'est garanti. Peut-être même qu'on l'achète une voiture où elle l'utilise et tout ça. Ça aussi, ça fait partie des facteurs. J'ai oublié aussi l'ambition démesurée. Avoir une ambition démesurée. Parce qu'on est en classe de 3e, on veut avoir tout. On veut avoir tout ce qu'une dame qui travaille a. On veut avoir téléphone, Android, ou bien quoi on appelle iPhone. On veut avoir 12 tout. Pro. Moi, j'ai assisté à une scène à Palimé. On était au bord de la route et des jeunes collégiennes sont sortis. Ils sont sortis pour venir manger. Mais il y avait une parmi elles qui ne restait pas tranquille et elle a reçu des appels. En même temps, elle dit à sa copine que oui, il vient de m'envoyer l'argent. Je vais aller prendre. Le sac là, je dois l'acheter. Vous voyez? Donc, j'ai dit, devant nous comme ça, puisqu'on était ensemble pour manger, elles sont venues aussi. Il y a aussi l'ambition démesurée là, qui pousse nos jeunes sœurs ou nos jeunes frères à rentrer dans ce phénomène de trafic sexuel. Voilà. Ce n'est pas que la démission des parents seuls, non. Les parents, il te donne ce qu'il a. Il fait ce qu'il peut. Nous-mêmes, avec ce monde-là, rempli de nouvelles choses, on est pressés. C'est vrai. Voilà. Mais que cherchent-ils, les personnes qui créent ce commerce de trafic-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est seulement l'argent, le dû que peut-être les personnes qui viennent coucher avec la fille vont lui remettre? Quelle est l'idée derrière? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Justement, à part l'argent, nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent. Parce qu'eux seuls savent ce qu'ils cherchent vraiment. Eux seuls savent ce pourquoi ils le font. Eux seuls savent ce que ça leur aussi apporte. Mais ça, c'est quelque chose qui est illégal en fait. Déjà, le trafic sexuel est illégal. Et quand ils le font, ils ne le font pas directement. Il y a plusieurs personnes qui le cachent. C'est comme quand on fait l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ça comme ça pour que tout le monde le voit. Donc, ça se cache. Donc, eux seuls savent ce que ça les apporte. Puisque si tu ne appréhendes pas quelqu'un et tu lui dénonces, peut-être là-bas, il va dire ce que ça l'apporte. La plupart des temps, ceux qu'on appréhende même, la raison qu'ils donnent le plus, c'est le gain. Donc, du coup, c'est à eux seuls de répondre vraiment. Donc, c'est la recherche de l'argent. De l'argent, oui. Je vois. Moi, je dis que ce sont des criminels. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair que ce sont des criminels. Ils savent qu'ils font du mal à une personne, mais ils continuent le font quand même. Donc, moi, je dirais que ce sont des criminels qui doivent être sanctionnés par la loi ou bien les politiques. Mais en parlant justement de loi et des politiques, est-ce qu'il y a des lois et des politiques qui protègent normalement la population contre ce fléau? Bien sûr, il y a des lois, il y a aussi des mesures qui sont prises pour protéger la population de ce fléau, surtout quand le fléau est dénoncé. Si ce n'est pas dénoncé, la loi ne peut pas faire quelque chose. Mais si c'est dénoncé, par exemple, vous avez vu quelqu'un qui est dans cette situation et il dénonce cet acte-là. Les mesures sont prises pour punir ce genre de personnes. Donc c'est pour cela qu'il faut aller à l'information. Il faut aussi aller dénoncer ce genre d'actes pour que ce soit réglé. Est-ce que la population est au courant qu'il y a de ces politiques? Oui, la population est au courant parce que d'abord, quand ça sort, la loi du 29 novembre 2022, là, ça circule sur toutes les plateformes. Il y a aussi une loi du 16 mai 1994 dont on parlait 10 mars. Les populations sont au courant. C'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Mais aujourd'hui,
comme la sœur Cécile vient de le dire, il y a des sensibilisations qui se font. Et nul n'est censé ignorer la loi aussi. Oui, on sensibilise. Je vois qu'il y a des émissions qui passent à la télé, à la radio, et même il y a des clubs de jeunes conformes pour passer le message. Il y a les clubs des adultes conformes pour passer le message. Il y a les agents de santé communautaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui outillées. Jusque dans les villages, même il y a les conseillers municipaux qui sont formés et outillés sur ce phénomène-là et passent l'information. Je dirais qu'il y a dans un village de Palimé, c'est parce qu'on fait des sensibilisations qu'une dame a su dénoncer le viol de sa petite fille. Et le chef canton, le préfet, tout le monde s'est mis dedans pour arrêter le monsieur. Donc je dirais que la sensibilisation amène l'information même dans les coins les plus reculés. Les plus reculés, ça c'est vrai aussi. Bon, mais comme... Oui, vas-y. Je vais ajouter aussi un peu quelque chose. Il faut aussi que ceux qui sont victimes de cela puissent avoir le courage au moins de s'approcher de quelqu'un pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, dire ce qui se passe pour qu'on puisse les aider. Parce que si la personne est dans son coin, je ne pense pas que la personne la personne qui le fait pourra être dénoncée. Mais si c'est que la personne va vers quelqu'un, au moins qu'il connaît, qu'il sait que la personne, c'est vrai qu'avec ce genre de situation, c'est difficile de faire confiance aux gens, mais au moins des agents de santé, des conseillers municipaux, comme la dame venait de le dire, quand vous allez vers ce genre de personnes. Madame. Non, vous êtes Madame Raïssa, donc... Moi, je préfère Raïssa, ça me va. Ok, d'accord. Comme Raïssa venait de le dire, oui. Si c'est qu'ils approchent, ils se dirigent vers ce genre de responsables, je pense que le problème serait éradiqué. Mais tu as dit qu'il faut que les victimes dénoncent. Mais avant de dénoncer, il faut que je sache que je suis victime. Comment je peux savoir que je suis victime? Est-ce que parce que tu l'as dit au début qu'il y a certaines victimes qui sont conscients que c'est comme ça, on est en train de les exploiter, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout conscients. Oui, justement. Et ceux qui sont conscients, ce n'est pas eux tous qui dénoncent. Donc, si vous êtes conscient, vous savez que non, vous êtes victime de cela, vous devrez dénoncer. Maintenant, ceux qui ne sont pas vraiment au courant, moi, je les appelle à une vigilance, à regarder autour d'eux, à voir ce qui se passe réellement, ce dans quoi ils sont, ce qu'ils vivent au quotidien, pour voir. Parce que sans faire attention, sans faire preuve de vigilance autour de toi, tu ne sauras pas si tu es dans une situation donnée. C'est quand tu prêtes attention à la situation. Par exemple, on est en train de parler comme ça, quelqu'un qui va suivre l'émission va commencer par réfléchir, par se demander, bon, quand je pousse tel acte, est-ce que ça fait partie de ce qu'on a dit? Donc, à travers cela, il saura si il est victime ou pas, et cela lui permettra de venir dénoncer cela. D'accord. Et puis, je voudrais ajouter aussi que si la personne n'est pas consciente, s'il y a quelqu'un dans ses entourages qui remarque qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là en question, cette personne-là aussi peut aider à dénoncer. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, je suis ignorante de ce qui m'arrive. Chaque fois, je suis dans une situation de trafic sexuel et je n'en suis même pas consciente. Mais elle, c'est peut-être ma tante ou bien une voisine à côté. Et chaque fois, elle voit que la situation dans laquelle je me trouve là, c'est comme il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son devoir à elle de dénoncer. C'est pas qu'elle va venir comme ça dire oui, moi, je suis Dame Cécilia, je dénonce si j'ai vu si. Non, non. Elle peut faire ça de façon anonyme. Comme la vidéo vient de le dire, elle peut appeler 1011 de l'État, elle peut appeler 88 28 de ATBH et dire, décris. Ce qui est bien avec le 10-11, c'est que quand tu appelles, on ne te demande pas ton nom, on ne demande rien, et tu décris la situation,
tu indiques même là où se trouve la victime là, et l'État même fait son enquête pour sortir la personne, entre guillemets, inconsciente là, de la situation. Donc c'est ce qui me vient en tête pour ajouter. Cela voudrait dire qu'il faut aussi que les proches aussi jouent ce rôle. Mais est-ce que souvent c'est le cas? Est-ce que nous arrivons vraiment à prêter attention à ce qui arrive autour de nous, à voir est-ce que peut-être ma soeur, est-ce qu'elle se comporte comme d'habitude, est-ce qu'elle n'est pas bizarre? Est-ce que nous arrivons vraiment à être vigilants et protecteurs l'un envers l'autre? Les gens arrivent à le détecter, mais il y a la peur de dénoncer. Il y a cette peur-là de dénoncer. Parce que les gens ne savent pas encore qu'on peut dénoncer de façon anonyme. Donc il y a des gens qui, oh, c'est leur problème, hein, je peux mettre ma bouche dedans. Alors qu'il y a cette façon de dénoncer dans l'anonymat qui aide beaucoup. Donc, les gens font quand même attention. C'est vrai, il y en a qui ne font pas attention, mais dans la plupart des cas, il y en a qui font beaucoup attention à ce phénomène-là. Ça revient toujours, hein. Le mot peur, le mot menace. Moi, plutôt, cela me fait comprendre directement que cela exige que la personne qui exerce ce trafic sexuel a une certaine autorité ou a une certaine renommée, un certain pouvoir sur la victime. Sinon, comment ça arrive jusqu'à ce que la peur, les proches aussi ont peur, tout le monde a peur, personne n'a envie de dénoncer? Bien sûr. Si la personne n'a pas d'autorité, la personne ne peut pas t'amener à faire ce que tu n'aimes pas en fait. Parce que là-bas, autre, tu vas réagir, là-bas, autre, tu vas être contre. Et la personne ne pourra rien faire parce que la personne ne peut pas t'atteindre. Mais quand la personne sait qu'elle peut t'atteindre facilement, c'est là-bas qu'elle va profiter de toi en fait. Donc, il faut une certaine autorité avant que cela ne puisse se passer. D'accord. Et puis aussi, il y a ces phénomènes, on dit c'est la famille. On le laisse ça, c'est la famille. C'est la famille. Je n'irai pas dénoncer mon père, je n'irai pas dénoncer ma mère, je n'irai pas dénoncer mon mari. Parce qu'il y a des femmes mariées qui sont victimes de ça aussi. Je n'irai pas dénoncer, c'est le père de mes enfants. Il y a tout ça là qui joue. Il y a le social qui joue aussi. Pas que la personne a une grande autorité comme ça, mais il y a aussi cet aspect social et culturel là aussi qui fait que les gens n'arrivent pas à dénoncer aussi. Voilà. C'est ça aussi, hein, le cocon social, nos normes, nos cultures, il faut laver ça en famille, il ne faut pas aller dire, si tu dis tout le monde saura qu'on a abusé de toi, la honte va tomber sur toi, si et ça, ça fait que la plupart des victimes ont peur. On prône la valeur de la famille plus que le problème que la personne a. Et surtout en Afrique, parce que la famille, elle est sacrée. La famille, on doit respecter la famille, tu dois respecter tes oncles. Et même là, il se peut même qu'on ne te croit pas. Ce qu'ils appellent souvent le victim blaming. On va dire, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas toi qui as fait ça, tu as demandé ça, tu as fait si. Et finalement, toi, en tant que victime, tu commences par te culpabiliser et tu préfères te taire. C'est un peu compliqué. Et là, cela existe vraiment qu'il faut que nous-mêmes on se protège d'abord. Si on sait que personne n'est là pour nous protéger, quelles sont donc les mesures préventives, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'on peut mettre en place pour se protéger, pour éviter de tomber dans le trafic sexuel? Bon, pour les méthodes préventives, je dirais qu'on doit faire preuve de vigilance, comme je l'ai dit tantôt. Il faut aussi qu'on ne soit pas trop pressé d'avoir quelque chose qu'on n'a pas. Il faut qu'on soit patient parce que, comme le dit un adage, la patience est un chemin d'or. C'est vrai que maintenant la vie est dure, c'est compliqué d'avoir certaines choses, mais il faut se contenter vraiment de ce qu'on a et savoir gérer le peu qu'on a. C'est en gérant le peu qu'on a qu'on est à l'aise dans notre quotidien. Mais si c'est qu'on voit quelque chose de quelqu'un qu'on convoite, qu'on veut toujours avoir, cela va nous amener à ces fins-là parce que je veux toujours avoir quelque chose qui n'est pas de mon ressort, mais je veux l'avoir. L'ambition démesurée dont justement, dont madame vient de parler. Donc c'est ça qui vraiment entraîne ce genre de situation. Je vois. Bon. Pour l'éviter, les mesures préventives, je vois que Cécilie a donné des mesures qui font trait à un travail sur nous-mêmes. Il y a aussi l'État aussi qui fait des efforts en éduquant, facilitant l'éducation et le maintien de la jeune fille à l'école. Quand tu es éduqué, tu es informé,
ça va t'éviter beaucoup de choses. Et puis les parents aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui se font aujourd'hui pour apporter le message aux parents. Quand le parent est informé, quand le parent sait que ça là, c'est pas bien, il ne fera pas ça sur son enfant. Donc, je vois que les mesures préventives, c'est aussi la sensibilisation. C'est aussi très important. Le message, donner le message, parler, taper du poing sur la table, dénoncer. Quand les gens ont peur d'être arrêtés, je vois qu'ils arrêteront ce genre de choses. C'est important. Et finalement, quelles peuvent être les conséquences lorsqu'on nous parlons du trafic sexuel? Si on dit que c'est un crime, c'est parce que ça a un impact négatif sur la victime. Quels sont ces impacts négatifs-là? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je peux citer, entre autres, surtout sur le plan physique, les maladies sexuellement transmissibles, les IST, VIH, SIDA, puisque ces genres de personnes, par exemple, quelqu'un qu'on pousse à aller coucher avec plusieurs hommes, ces personnes-là vont faire d'elles ce qu'ils veulent, puisque c'est ce qu'eux veulent que tu dois faire. Donc, ce qui fait que si la personne a une infection, elle va te le transmettre. Sur le plan émotionnel et mental, il y a l'anxiété qui est aussi là, la dépression de la personne. Parce que bon, ça va affecter la personne de telle manière que la personne serait tout le temps fatiguée, tout le temps bizarre. C'est comme si ça ne va pas dans son... Et puis tu ne vois pas réellement ce que la personne fait. Et puis ça ne va pas, mais toujours, il se sent fatigué, il se sent bizarre, calme dans son coin. Donc ça aussi, ce sont des raisons. Et parfois, cela entraîne aussi ces gens de victimes à se soumettre à l'alcoolisme et aux drogues, puisque c'est ça même qui va la permettre d'avoir la force de faire ce qu'elle doit faire. Elle va faire ça inconsciemment. C'est vrai, elle est présente, elle le fait, mais avec l'alcool et puis la drogue qu'elle a pris, ça stimule un peu les douleurs et tout ce qu'elle est en train d'endurer. Donc ça, ce sont vraiment des conséquences qui en découlent de ces genres de pratiques. Alors, comme conséquence aussi, je peux parler de la déperdition scolaire. La jeune fille ne pourra plus continuer ses études normalement. Donc ça aussi, c'est une conséquence. Il y aura des grossesses non désirées, des avortements clandestins, beaucoup de choses qui vont affecter la victime. Ce sont des conséquences qui sortent de ce trafic sexuel. Et qu'est-ce que je dois faire normalement si je suis une victime? Si finalement, au cours de cette émission, j'arrive à découvrir que voilà, ce qui se passe actuellement dans ma vie, c'est similaire au trafic sexuel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dénonce. Je dénonce. Si je me rends dans les centres, il y a la TBF, il y a le GF2D, il y a un centre d'écoute, il y a le centre d'écoute de Novice, si ça dépend de là où on se trouve. Si on est à Lomessa, il y en a dans chaque région. Vous allez en trouver à Tapamé, il y a des centres d'écoute, je m'informe, ou bien j'appelle le 10-11. Si j'appelle le 10-11, je dis ce qui m'arrive. Ils sont outillés, ils vont me diriger vers là où je dois aller pour qu'on m'assiste. Il y a le centre de ATBF, il y a, quand on est à Lomé, il y a One Stop Center qui est maintenant dans le CMS de Gomé. Donc ces endroits-là sont des endroits spécifiques et clés dans lesquels la victime peut se rendre pour se faire assister. C'est très important. Et lorsque je me rends dans ces centres-là, il y aura donc assez d'éléments, assez de mesures de personnes qui seront là pour écouter, pour conseiller, surtout pour aider. Mais lorsque, par exemple, on a une victime dans notre famille qui finit par clôturer ce système-là, qu'est-ce qui peut être le rôle des proches de la famille pour l'aider à regagner confiance en elle et à se réintégrer dans la société? Parce qu'il faut aussi avouer que subir ce fléau peut entraîner un certain repli sur soi, etc. Bon, je dirais à ce point qu'il faut aussi que les parents l'assistent de temps en temps, être avec la personne, discuter avec la personne, amener la personne à comprendre certaines choses. Parce que déjà, avec la discussion et puis la communication, avec l'écoute de la personne,
ça va beaucoup l'aider. Le faire sortir aussi de son zone de confort, l'accompagner dans certains centres pour les conseils. Parce que c'est vrai, quand la famille l'aide, ça ne l'aide pas un peu parce qu'il serait un peu dérangé avec la famille, il ne serait pas vraiment à l'aise. Mais quand la famille l'amène à certains centres où il y a des spécialistes qui l'aident, de temps en temps on l'aide là-bas, on l'aide à la maison. Je pense qu'avec les deux, ça va l'aider. Donc, ce genre de personnes, je pense que si c'est qu'on est avec eux de temps en temps, les accompagner, discuter avec eux, ça peut vraiment les aider à avoir confiance en eux et à avoir leur estime de soi qu'ils avaient avant. Bon, elle a tout dit, hein. Elle a tout dit. Il faut redonner confiance à la victime et surtout lui faire comprendre que ce qui lui est arrivé n'est pas de sa faute. C'est important. Donc, si elle sait qu'elle est acceptée par sa famille et on n'en fait même plus cas, on la protège, on lui fait comprendre que ce n'est pas de sa faute. Si elle a subi un tel traitement, elle gagne confiance en elle-même et elle avance. C'est important. Mais il faut aussi savoir que si on peut tout faire pour créer un espace sécurisant pour tout le monde et ne même pas arriver à cette étape-là où il faut aider les victimes, le monde se porterait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut éradiquer le phénomène du trafic sexuel dans nos pays, nos communautés? Non, sur ce point, la sécurité, elle est déjà là. La sécurité, elle est déjà là. Comme on vient d'entendre de le dire, comme ces genres de situations, ces genres d'actes sont faits clandestinement, on ne peut pas le voir directement. Mais ici, moi, j'appelle juste tout le monde à... comment le dire, à comprendre, à protéger son propre entourage. Parce que déjà, faire confiance à tout le monde, ce n'est pas permis. Il faut savoir à qui faire confiance, à qui il faut parler, à qui il faut s'adonner. Et puis, avec qui il faut rester, entre guillemets. Parce que la plupart des temps, c'est ceux en qui on a confiance, ceux avec qui on reste, qui nous entraîne plus dans ce genre de choses. Parce que tu as confiance en lui, il te promet des choses et tout ça. Tu te dis que non, la personne est mon meilleur ami. Mais en fin de compte, au fond de lui, ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. Donc, on doit faire attention à notre entourage, attention à ceux avec qui on est, attention aussi à ceux avec qui on discute, ceux avec qui on s'adonne. Donc, c'est très important. C'est à base de ça que notre sécurité va venir. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas être là à te surveiller, à voir ce qui se passe dans ta vie. D'accord, merci beaucoup Cécilia. On aurait ça pour ajouter. Oui, bon, elle a dit, hein, il faut savoir avec qui on chemine. Il faut avoir des relations d'amitié propres et saines. Il faut pas se jeter dans tout. Il ne faut pas faire le suivisme. Et surtout, il faut communiquer. Il faut communiquer avec nos parents, avec nos proches. Si je suis là, une amie vient me proposer quelque chose, et viens, on va aller à Palimé, hein. J'ai un ami là-bas, on va passer le week-end. Communique, parle avec tes parents. Il ne faut pas t'enfuir, il ne faut pas dire que non. Tu prends un deuxième habit, tu mets dans ton sac, et le soir, le matin, tu quittes, tu vas jusqu'à Palimé, tu reviens, ni vu ni connu. Là-bas, tu vas subir quelque chose qui va t'entraîner dans le trafic sexuel. Donc, il faut qu'on fasse confiance en nos parents, il faut qu'on parle, il faut qu'on communique, il faut qu'on essaye de détecter avec qui on chemine comme elle l'a dit. C'est très, très important. Très important. Merci beaucoup Raïssa, merci beaucoup Cécilia. Aujourd'hui, il était donc question de parler du trafic sexuel, un fléau dont on parle très peu, mais qui est très, très fréquent dans notre communauté. Et vous avez appris des signes pour savoir si on est victime ou si on a une personne dans notre entourage qui est victime et surtout comment l'aider. Cécilia, quel serait ton mot de fin? Ok. Mon mot de fin pour les téléspectateurs, c'est vraiment de faire une preuve de vigilance, comme je viens de le dire. C'est très important. Vigilance, savoir à qui il faut faire confiance, à qui parler, et puis ne pas convoiter les choses d'autrui, ne pas être trop ambitieux. C'est vrai que l'ambition, c'est bon, mais quand on n'a pas quelque chose, quand on sait qu'on ne peut pas avoir quelque chose, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer.
Et puis surtout dénoncer ces genres d'actes si on est dans un environnement où il y a de ces genres de faits et de ces victimes. Il faut dénoncer cela pour que l'État puisse aider, pour que aussi les centres de santé qui sont là pour ces genres de personnes puissent les aider. C'est très important. D'accord, merci beaucoup Cécilia. Madame Raïssa, pour terminer. Moi, j'invite les parents à parler à leurs enfants depuis le bas âge, à parler à leurs enfants et puis à aller à l'information, à se faire former pour outiller en retour l'enfant, pour que l'enfant repère très tôt les signes de danger qui peuvent le pousser ou bien le conduire dans ce trafic sexuel. Aujourd'hui, il y a les cours sur l'éducation sexuelle complète en ligne que le parent même peut télécharger pour son enfant. Quand le parent attire l'attention de son enfant, Dieu va l'aider à ne pas tomber dans ce genre de choses. Donc moi je dis, l'État fait déjà beaucoup en votant des lois pour protéger la jeune fille et tout le monde. Mais il faut que nous aussi, en tant que parents, nous arrivons à accompagner nos enfants. Donc je dis qu'on doit communiquer, on doit aller à l'information, on doit parler à nos enfants depuis le bas âge pour en même temps le réveiller. Donc je pense que si on fait tout ça là, ça va éviter beaucoup de choses à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères. Voilà. Merci beaucoup Raïssa, merci beaucoup Cécilia, merci beaucoup chers téléspectateurs. J'espère que vous avez appris beaucoup et que désormais vous êtes bien aguerris pour aider vos proches, pour vous aider vous-même lorsque vous allez vous retrouver dans une situation qui est similaire au trafic sexuel. Retenez bien que ce n'est jamais de votre faute, que c'est un crime et que la personne qui est en train d'abuser de vous actuellement peut être poursuivie si et seulement si vous dénoncez. N'hésitez pas à dénoncer parce qu'il y a des spécialistes, il y a des personnes qui sont là pour vous aider et surtout pour vous permettre de protéger votre santé mentale et surtout d'être bien dans votre peau. Prenez soin de vous, faites attention avec qui vous cheminez et prenez soin de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.